De retour sur le plateau de la grande édition, nous poursuivons donc cette semaine qui, je vous le rappelle, est dédiée à 100% à l'opération Entreprendre en lycée, un concours qui permet à des lycéens effectivement de former des mini-entreprises et de démontrer leur savoir-faire et leurs compétences. Sur ce plateau ce soir, pour en parler, une partie des partenaires de cette opération, bien évidemment le rectorat qui est représenté par Monsieur Marius Cancel. Nous avons aussi Monsieur Deschamps, Joël, qui est gérant de Karukera Land. C'est un parc d'attractions qui a ouvert ses portes il y a quelques années déjà. Notre quatrième saison déjà. Quatrième saison déjà du côté de Sainte-Anne, du côté de la ville de Sainte-Anne. Nous avons Valérie Larifla, déléguée régionale Outre-mer de l'opération 100 000 entrepreneurs. Dernièrement, vous receviez, je crois, Jean-Marc Mormec, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. On y reviendra. Nathalie Chilan, qui est responsable de communication à la SARA. Et Rodrigue Trèfle, qui est de l'Union des jeunes entrepreneurs de Guadeloupe, mais aussi gérant de l'entreprise SARL Poney, qu'entendez par là les poulets nés et élevés en Guadeloupe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, avant d'entamer, de rentrer dans le vif du sujet, donc cette opération Entreprendre en lycée, qui pour ma part me plaît énormément, on est très content de cette opération. On va parler d'un peu d'actualité, à savoir le salon de l'agriculture qui battait son plein effectivement à la porte de Versailles à Paris. Les producteurs guadeloupéens étaient représentés. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des dépenses inutiles pour une vitrine qui est particulièrement chère, ou bien effectivement ça permet d'augmenter la portée de nos productions ici, de nos productions locales guadeloupéennes? Je vous regarde, donc on commence par vous. Oui, donc dépenses inutiles, non, je n'irai pas à dire jusque-là, puisque aucune dépense n'est inutile, puisque tout le monde sait que la communication et faire parler de ses produits, de son pays, est un élément important qui est lié au développement économique du pays cité. Pour moi, il est important que la Guadeloupe soit présente, soit représentée. Il est important que la Guadeloupe se mette au milieu de ces îles, puisqu'il n'y a pas uniquement que la Guadeloupe. Vous avez les îles sœurs comme la Martinique, même plus lointain, la Réunion, Mayotte, etc., qui ont des produits. Tout ceci va avoir un effet direct qui est soit faire entendre parler de la Guadeloupe, soit donner envie d'aller en Guadeloupe, ou soit même donner l'envie aussi de venir vivre en Guadeloupe, pas uniquement pour les vacances et autres, mais aussi surtout de consommer guadeloupéen. Je prends l'exemple de la banane, qui est aussi très bien représentée sous ce salon. C'est encore un argument supplémentaire pour dire consommons la banane Guadeloupe-Martinique, exemple. Je pense également que c'est une excellente vitrine pour la Guadeloupe, pour l'agriculture de la Guadeloupe, mais également pour son tourisme, parce qu'il y en a de nombreuses entreprises qui font de l'agrotransformation et qui ont des produits qu'ils valorisent à partir de notre culture, enfin de notre culture locale. Donc il est important de faire savoir qu'en Guadeloupe, on a de bons produits, et on a également des restaurateurs qui utilisent ces produits locaux et qui sont capables maintenant de présenter des plats de belle tenue. Gastronomique même, on peut le dire. Exactement, à partir de nos produits locaux. Donc je pense que la Guadeloupe a toute sa place à ce salon, et on y est depuis de nombreuses années. Je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait de faire parler de nous à cette occasion. C'est aussi une vitrine politique, hein. C'est pour les politiques une façon de se faire connaître, et également de connaître les régions. Donc je pense qu'on a toute notre place à ce salon. Monsieur Deschamps. Oui. Alors pour ma part, je pense que pour susciter de l'intérêt, il faut de l'écho. Donc tout moyen de communication est nécessaire, et entre autres le salon de l'agriculture est nécessaire. Je pense, on a parlé du tourisme, c'est important qu'on sache quelles sont les particularités de la Guadeloupe, quelles sont les possibilités que nous avons en termes de possibilités d'aliments, mais aussi pensons à d'autres produits tels que le rhum. Moi je suis parti par exemple à Andorre, j'étais surpris de constater dans les vitrines, c'était rempli de rhum issu de la Martinique, j'étais choqué. J'étais choqué et je me suis rendu compte qu'il y avait zéro rhum venant de la Guadeloupe. Et j'ai beaucoup interrogé d'autres personnes, j'ai compris que c'était du lobbying, et c'est l'occasion rêvée justement pour permettre d'établir les relations, les contacts avec les personnes susceptibles de valoriser nos produits et de permettre de les mettre sur le marché international et voir le marché national. C'est pour ça que justement je me demande si ce n'est pas du gâchis, parce que le lobbying dont vous parlez, on a l'air d'avoir beaucoup de mal à le faire comparativement à la Martinique, qui arrive à placer
plus de produits que les nôtres. Écoutez, c'est une stratégie de longue haleine, parce que moi quand j'ai vu cela, je me suis interrogé. Par exemple, en Andorre, je suis allé en 2016, j'ai vu les vitrines remplies de rhum de toutes marques venant de la Martinique. Et après, en creusant, je me suis rendu compte que c'est du lobbying fait depuis de nombreuses années, depuis des dizaines d'années, par la Martinique qui ont permis cela, notamment sur les problèmes de quotas, essentiellement sur le rhum vieux. Il y a eu un choix stratégique qui a été fait entre le rhum vieux et le rhum blanc, donc le fameux quota. On sait très bien que la valorisation vient du rhum vieux, et donc la Martinique avait fait à l'époque un choix stratégique sur le rhum vieux en termes de quotas. Or, la Guadeloupe avait fait tout à fait l'inverse, c'est-à-dire le rhum agricole, le rhum blanc qui se consomme localement, sans penser à l'exportation. Donc aujourd'hui, les choses sont revues. Donc les occasions telles que la Chambre d'agriculture, enfin le Salon de l'agriculture et autres, permettent justement de sensibiliser et de revenir justement sur ces retards que nous avons pris. Ce ne sont pas des retards dus à un phénomène d'aujourd'hui, ce sont des retards stratégiques. Donc il faut les compenser, il faut gérer, il faut ajuster. Donc ces occasions justement sont les occasions rêvées pour permettre de mettre les personnes et aussi parfois les sensibiliser sur le plan politique. Parce que ce problème de quota est lié à une décision politique. Donc il y a un choix stratégique à mettre en place et ce sont les occasions rêvées qui permettent justement de canaliser. De revoir toute notre politique agricole. Absolument. C'est une nécessité, effectivement, ça a été beaucoup soulevé notamment par les agriculteurs qui demandent une politique adaptée au département qui permette le rayonnement de nos produits, ce qui est évident. Madame Chilan. Pour ceux qui en ont les moyens, je pense que c'est une très bonne idée. En termes de communication, c'est un rendez-vous, je pense qu'il ne faut pas rater, pour peu qu'on puisse se payer un stand et toute l'installation qui va avec. Et puis aussi, c'est une possibilité d'avoir pour nos entreprises guadeloupéennes des marchés nouveaux. On sait qu'ici, les marchés peuvent être, quand on a pris une certaine taille, peut-être assez limitée. C'est l'occasion de négocier de nouveaux contrats et d'exporter un savoir-faire et nos produits. Donc pourquoi pas partir à la découverte de d'autres marchés. Alors, à vous quatre, vous avez souligné principalement la communication et la stratégie qui font effectivement partie des bases pour la création d'entreprises, hormis le côté business plan, le côté administratif. Mais il faut effectivement avoir une stratégie de développement et une stratégie de communication. Est-ce par stratégie que vous participez, vous par exemple, à l'opération Entreprendre en lycée ? En termes de communication, par exemple. Je peux répondre. Allez-y. Avant tout, je suis soucieux de l'avenir de la Guadeloupe. Et pour moi, l'avenir de la Guadeloupe passe par sa jeunesse. Et qui dit jeunesse, dit éducation. C'est-à-dire, dès la base, on doit donner les éléments, les rudiments nécessaires à notre jeunesse pour pouvoir penser Guadeloupe, penser développement, penser pérennité. Nous sommes là, ce sont nos enfants qui vont nous remplacer demain. Donc, il est important, vous avez cité mon rôle de gérant d'une entreprise qui est Carbutéraland. J'ai bâti cette entreprise pour ma fille. D'accord. C'est aussi simple. Donc je n'ai pas pensé à moi, j'ai pensé à ma fille. Je connais un peu l'histoire de M. Trèfle, il peut en parler aussi. Son père lui transmet des valeurs. Donc je crois que c'est cela le plus important. Et il nous appartient, nous, étant donné que nous avons un certain nombre d'expériences, un parcours, de pouvoir partager avec justement nos jeunes ce qui représente l'avenir de la Guadeloupe, ces éléments-là, ces sensibilités, tout en rappelant que pour moi, je mets au centre des débats la Guadeloupe. Très intéressant comme point de vue. On reviendra effectivement sur ce choix que vous avez fait. Pour vous, par exemple, pour la SARA. Alors, pour une entreprise comme la SARA, j'ai envie de dire que depuis plus de 45 ans, c'est inscrit dans notre ADN de nous impliquer dans les territoires sur lesquels nous avons nos activités. Donc, ce n'est pas une stratégie, c'est un engagement sociétal de longue date qui est pour nous défini dans plusieurs thèmes, l'éducation et l'insertion, le développement durable et l'environnement, et puis aussi la sécurité routière par notre activité, et puis la sécurité en mer puisque nous avons aussi des bateaux. Et sur cette question d'éducation, comme monsieur le disait, nous considérons que la jeunesse guadeloupéenne doit avoir toutes les armes et toutes les aides nécessaires pour pouvoir s'inscrire dans leur futur et pouvoir apporter toute l'énergie et toutes les compétences
compétences et le savoir-faire à nos territoires. Donc, on s'implique dans cette opération Entreprendre en lycée, mais nous sommes présents aussi sur les lauréats de l'excellence, sur plein d'opérations d'éducation où nous valorisons l'excellence, le savoir-faire et où aussi nous aidons les jeunes à acquérir des compétences pour pouvoir travailler soit dans nos entreprises ou soit créer aussi leur propre entreprise. Je crois que vous financez aussi des projets à travers la PEP 97.4, je crois, Guyane. Tout à fait, effectivement, pas seulement. Alors, ce que j'essaye de faire avec notre équipe de communication, c'est d'avoir un peu les mêmes opérations sur les 3 territoires. Alors, sur certains territoires, bon, il y a des opérations qui n'existent pas, mais nous sommes dans le même état d'esprit sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. L'engagement de 100 000 entrepreneurs aux côtés de... C'est d'en faire 100 000 entrepreneurs en France. Voilà, non, mais c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Non, l'objectif, c'est pas de faire... Enfin, c'est au-delà de 100 000 entrepreneurs. Notre objectif, c'est de faire des millions d'entrepreneurs. Sachant que pour nous, entreprendre, c'est vraiment gérer un projet, c'est porter ses idées. Donc, notre engagement aux côtés d'Entreprendre en lycée est tout à fait naturel, puisque notre association a elle-même vocation à sensibiliser les jeunes entre 13 et 25 ans à entreprendre. Donc il était logique que nous nous engagions et que nous allions plus loin en accompagnant les jeunes qui ont créé leur mini-entreprise. Donc l'association existe depuis 1 an en Guadeloupe et dès la première année, nous étions partie prenante de la belle aventure d'Entreprendre en lycée. Et nous accompagnons également cette opération en proposant aux entrepreneurs qui interviennent au sein de l'association à parrainer des mini-entreprises, puisque le succès de cette opération fait qu'on a toujours besoin de plus d'entrepreneurs aux côtés des jeunes. Donc certains entrepreneurs du réseau 100 000 entrepreneurs sont également parrains des mini-entreprises. Mais je crois que M. Marius Cancel est même débordé par les demandes de partenariat. On arrive justement pour leur demander comment ils arrivent à gérer tout cela. Alors, M. Trèfle, vous concernant, vous voulez transmettre ce que votre père vous a transmis ? Alors, il faut savoir, oui, par rapport à l'éducation que j'ai moi-même reçue, puisque je suis moi-même entrepreneur, aujourd'hui trésorier d'une association qui s'appelle l'UJEG, l'Union des jeunes entrepreneurs de Guadeloupe. Aujourd'hui, pour nous, c'est un devoir d'accompagner en fait cette jeunesse, parce que nous avons nous-mêmes été plus jeunes, sachant que nous sommes encore jeunes, mais surtout nous avons des réponses à des questions qui permettront certainement d'agrandir ce cercle ou d'augmenter ce volume de jeunes entrepreneurs produits sur le territoire. Tout ceci dans l'objectif toujours d'améliorer l'économie, cette économie qui est vitale pour nous. Pourquoi ? Puisque en ayant des entreprises qui produisent sur le territoire, ça nous donne une chance de pouvoir non seulement donner de la qualité à ce territoire que nous habitons, mais surtout lutter contre tous les fléaux grâce aux biens que vont fournir nos entreprises. Et les fléaux peuvent être, je le cite, la délinquance par exemple. Plus de jeunes qui travaillent, c'est moins de jeunes dans la rue. Les fléaux vont être peut-être par rapport à la qualité de nos produits, rendre agréable la vie des concitoyens par rapport à de nouvelles technologies et autres. Donc pour nous aujourd'hui, par l'association dans laquelle je suis trésorier, il est important justement d'aider à développer ces jeunes entrepreneurs, et grâce à cette opération qui est Entreprendre en lycée, on ne peut qu'être joyeux d'y participer et aussi montrer de l'excellence pour encore aller plus loin et pousser le bouton encore plus au fond pour avoir encore de meilleurs résultats. Alors, Monsieur Cancel, est-ce que vous êtes dépassé par le succès de cette opération ? Nous ne sommes pas dépassés. Je voudrais, au nom de Monsieur le Recteur, remercier tous nos partenaires qui répondent toujours présents à nos sollicitations. Et sur l'opération Entreprendre en lycée, nos partenaires répondent en tant que formateurs pour les encadrants, formateurs pour les jeunes, à titre de coach, à titre de membre du jury et bien entendu à titre de donateur aussi. Puisque Entreprendre en lycée, c'est un challenge et tous les participants sont récompensés, y compris les encadrants. Donc, avec bien entendu des prix plus ou moins intéressants pour les premiers. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est que c'est une opération qui a beaucoup de succès, beaucoup de sollicitations. Il y aura de la place pour tout le monde. Et
j'attends tout le monde et je lance aussi un appel aux entrepreneurs actuels qui sont passés par le dispositif Entrepreneurs en lycée, qui nous rejoignent pour servir d'ambassadeurs à ces jeunes qui en ont bien besoin et qui ont besoin de références. C'est vrai qu'on a un panel de partenaires très impressionnant, très vaste, très large, très impressionnant et surtout très partant. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Et encore une fois, je le dis, merci à tous ces partenaires. Sur Entrepreneurs lycée, c'est une 50aine de partenaires. Bien entendu, l'Éducation nationale, le rectorat de la Guadeloupe a d'autres actions. Et sur toutes ces actions, on retrouve des partenaires. Très bien. Voilà. Alors, on va commencer un petit débat. Est-ce que vous pensez qu'on est entrepreneur ou bien on le devient ? Dans le cas de M. Deschamps, on sait qu'il est devenu en cours de route, donc vous étiez salarié à l'époque, et vous êtes devenu entrepreneur, ou vous avez toujours été dans l'entrepreneuriat, d'une certaine façon? Mon parcours est assez particulier et atypique. Parce que je dirais, mon éducation fait que je pense que je suis entrepreneur depuis très jeune. L'une des plus belles opérations que j'ai eu à mener est connue, c'est l'actuel Numéricable en Guadeloupe, donc que fut WSG le câble. Mais bon, j'ai suivi un parcours régulier. Pourquoi ? Parce qu'on a cette fibre, mais on a besoin aussi d'expérience. On ne peut pas se lancer en tant qu'entrepreneur sans avoir touché un certain nombre de choses. Là où j'ai eu le déclic, je terminais mes études, j'avais un stage de recherche à faire à l'époque chez un groupe, actuellement le groupe Schneider, c'était Merlin-Gérin. Et on m'avait confié une mission, puisque ça faisait 6 mois qu'ils étaient en train de produire sans pouvoir vendre un produit. Et ils m'ont demandé de régler un problème technique. Et j'arrivais à l'usine le matin à 6h du matin, je partais à 22h, parfois à 4h du matin. Et au bout de 15 jours, sans le savoir, j'avais trouvé la solution. L'après-midi, je vois arriver 2 personnes du laboratoire S2 qui me disent qu'est-ce que vous avez fait ? J'explique. On dit apparemment ça marche. Puis ils m'ont proposé de m'embaucher. Et là, je me suis dit très bien. Ça confirme que je peux. Donc je leur ai dit très bien, c'est pas mal, vous me proposez de m'embaucher, mais si j'ai des compétences à vendre, je vais aller les vendre chez moi. Et c'est comme ça que j'ai eu vraiment gagné en confiance et que je suis parti. Mais je suis rentré ici, je ne me suis pas lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat. Je suis parti travailler dans un groupe en tant que responsable technique de 2 unités de production. Tout en parallèle, je travaillais timidement sur le projet qui est le câble en Guadeloupe. Donc je recevais mes partenaires, mes associés. M. Cancel a dû d'ailleurs croiser il y a une dizaine de jours mon principal associé canadien. Et c'est de là tout est parti. Donc on construit progressivement. Il ne faut pas vouloir réussir d'un coup non plus. Il faut y aller, il y a un cheminement à faire. Un cheminement, il faut pouvoir se projeter sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est comme ça. Voilà. Mais en fait, c'était ancré en vous. Absolument. C'était déjà inné. Absolument. Alors, j'étais rebelle aussi, je le dirais. J'étais rebelle par rapport à tout cela, parce que je trouvais que la Guadeloupe était conçue économiquement très mal, puisque quand j'ai terminé mes études, j'ai pris les données économiques, un pourcentage de chômage très élevé, un taux d'importation très élevé, et je me dis, mais on a l'apparence d'un pays très développé, mais on a une économie de ce pays très sous-développé. Je mesure mes mots. Et il était hors de question que je participe à cela. C'était hors de question et qu'il fallait que j'aille à contresens, pas forcément pour m'enrichir, mais pour démontrer qu'on peut faire autrement et qu'il y a d'autres valeurs et qu'il faut inciter à faire autrement. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Donc, je pense que dès la naissance, on a quelques petites choses qui nous incitent. Il y a l'éducation aussi qui nous pousse à s'attacher à certaines valeurs. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas simple. Vous rencontrez des difficultés. Et chaque fois que vous rencontrez des difficultés, vous avez envie de baisser les bras. Pourquoi vous continuez ? Vous continuez malgré tout. Donc si vous continuez, c'est qu'il y a quelque chose qui est en vous, qui vous pousse à y croire, à continuer. Et M. Treff vient de dire quelque chose, ce sont les valeurs. Puisque au-delà de la richesse, de tout ce que vous produisez, vous laissez quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous vous opposez à ce propos ? Moi, je suis assez d'accord. Je pense que celui ou celle qui entreprend a d'abord une fibre entrepreneuriale et puis après, il y a une étincelle. Il y a un fait qui fait qu'on a envie de se lancer, qu'on a envie d'entreprendre. Et puis, il faut avoir aussi des capacités. Certaines prédispositions pour cela. Prédispositions, la persévérance, être un peu entêté, ne pas baisser
baisser les bras. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même avoir une petite fibre. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui vont créer des entreprises et ceux qui ne vont pas le faire. Donc c'est qu'il y a bien une petite fibre qui est déjà là. Madame Larifla. Non, le message qu'on passe aux jeunes qu'on rencontre, c'est qu'ils peuvent tous entreprendre, ils ne vont pas tous devenir chefs d'entreprise comme dit Nathalie. L'objectif, ce n'est pas d'en faire des chefs d'entreprise, mais des jeunes qui sont capables, à partir des idées, des observations qu'ils ont, des talents qu'ils ont en eux, de porter des projets. Ces projets peuvent avoir une envergure plus ou moins grande, mais que ça soit porté par ces jeunes. Mais par contre, effectivement, tout le monde n'a pas la capacité à être chef d'entreprise. Ça demande d'autres, à la fois en termes de formation, d'accompagnement, d'encadrement, des capacités dont tout le monde n'est pas doté. Et c'est pour cela qu'il est important, dans le cadre des mini-entreprises et lors des rencontres avec des entrepreneurs, d'insister sur les valeurs, effectivement, les compétences que doivent avoir un entrepreneur et un chef d'entreprise, et également faire sauter un certain nombre de barrières qui font que les jeunes n'osent pas entreprendre, notamment la peur de l'échec, qui fait partie du parcours entrepreneurial et qui, quand on a une motivation, qui peut être complètement surmontée. Donc la peur de l'échec et puis l'impression pour les jeunes qui ont des idées qui sont complètement seuls et qui ne peuvent pas être accompagnés dans leur projet, que ce soit un accompagnement technique ou un accompagnement financier. Donc c'est vraiment des freins qui reviennent très régulièrement dans les échanges que nous avons avec les jeunes, et soit au travers des mini-entreprises, soit lors d'échanges, c'est vraiment de leur faire savoir que s'ils ont des projets, il y a beaucoup de freins qui peuvent être levés et qu'il ne faut pas qu'ils soient bloqués dans leur progression sur ces points. Donc l'échec, le financement, l'accompagnement technique et le fait de se dire que je ne vais pas y arriver. Monsieur Treff. Oui, pour répondre à la question est-ce qu'on est entrepreneur ou si on le devient, je vais reciter un terme que M. Deschamps vient de dire, le déclic. Le déclic est très important. Je vais prendre par exemple mon histoire personnelle où je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc amoureux de la volaille, puisque j'ai des parents qui sont éleveurs de volailles, qui m'ont donné cette passion, transmis cette passion. Et le déclic m'est venu comment ? Tout simplement en regardant autour de moi sur la population par rapport à la consommation de poulet en Guadeloupe, qui est la première viande la plus mangée, consommée en Guadeloupe. Et cette production qui était importée à l'époque où j'ai commencé, importée à 99%, plus de 99%. On a rattrapé un peu, mais pas beaucoup. On a rattrapé un peu, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Et c'est là où j'ai eu ce déclic pour comprendre pourquoi on en importe autant, pourquoi le Guadeloupéen aime le poulet. Et j'en ai résumé deux choses, le prix et la qualité. Donc c'est là où j'ai mis en fait cette stratégie personnelle qui est de développer une entreprise qui est dans la production de poulet de chair, qui était, contrairement à mes parents qui étaient dans le monde de l'œuf de consommation. Et c'est là où j'ai eu ce déclic et cette passion liée à mes parents avec qui j'ai grandi, et aussi parce que j'ai vu observer sur le territoire une problématique que j'avais envie de résoudre, une problématique pour laquelle je me suis senti passionné de pouvoir entamer et commencer une démarche de résolution de problèmes. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on est entrepreneur, je pense qu'il est important à un moment de sa vie de comprendre ce déclic, de savoir pourquoi on a eu cette envie, et chaque personne est différente. Et c'est pour ça que vous avez des entreprises qui sont différentes et qui tout le temps s'enrichissent et le monde se développe. Très bien. On se quitte pour une petite page de publicité, on revient tout de suite après avec nos invités en plateau.